Prade, sur tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous retenez avant tout? Qu'est-ce qui vous a marqué sur les propos d'Albert David? Il a dit quelque chose que je pensais. Déjà, être capable d'organiser quelque chose comme ça, c'est être bien orienté par rapport à la question de l'innovation. Quand vous parlez de ça, c'est la fabrique de la proximité. C'est la fabrique de la proximité. Et j'étais à côté d'Aïcha tout à l'heure et je lui disais, moi qui viens des collectivités, j'ai jamais connu ça. C'est-à-dire que dans le monde du service public, en tout cas du côté du service public territorial, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans ces techniques modernes de réflexion collective et d'intelligence collective qui permettent effectivement d'avancer, de faire avancer et les organisations et leur production et les services qu'elles rendent. C'est déjà le signe en tout cas que les conditions sont réunies pour que nos organisations acceptent de se mélanger pour que quelque chose se produise entre nous. L'idée forte que vous avez retenue, avant on va retourner dans le vif du sujet. On voit bien cette notion de l'engagement et de la préparation. Et si on ne passe pas derrière sur l'engagement concret, si on n'est pas prêt à accepter, nous, directeurs généraux, de prendre des idées farfelues, bizarres, de les tester, de les partager et de les faire approprier par l'ensemble du collectif, je pense qu'on va générer plus de frustration que de plaisir qui a été décrit hier. Donc la notion de préparation et d'engagement sont deux mots-clés. Alors moi, ce qui me semble important, c'est tout ce qui tourne autour de la notion de sortir du cadre. On doit prendre conscience de ça pour justement créer une culture dans laquelle le cadre qui peut être rassurant doit avoir une capacité de flexibilité dans laquelle on va trouver effectivement, comme le dit Marc, des idées un peu farfelues et qu'elles puissent s'exprimer. Donc je pense qu'il y a une dimension culturelle qui est pas neutre, qui est importante, et vous l'avez très très bien décrit, parce que vous avez donné plein d'exemples dans l'histoire récente des innovations, notamment industrielles et de services, qui viennent d'une idée farfelue, ou en tout cas d'une fausse mauvaise idée, qui est reprise de la poubelle en disant non mais il faut qu'on creuse le truc. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important sur ce sujet-là. La façon dont on organise des journées comme aujourd'hui, et notre expérience et celle d'autres en innovation, c'est que à la fois il faut que ça fuse, il faut qu'on ait de la variété, il faut qu'on ait de la valeur dans les idées qui sortent, et il faut quand même cadrer au bout d'un moment. C'est-à-dire que progressivement, on réintroduit un certain nombre de contraintes de faisabilité technique, de faisabilité sociale, de faisabilité réglementaire. Et là, la responsabilité, elle est collective, mais elle est aussi celle des encadrants qui doivent canaliser tout en ne bridant pas inutilement les enthousiasmes, je dirais. Oui, Bertrand, oui, Patrice. Je voulais réagir sur cette question du risque. Oui. Et là, c'est vraiment du rôle du dirigeant, c'est d'offrir dans l'entreprise une culture du droit à l'erreur. Parce que susciter la créativité, c'est très très bien, et ensuite il va falloir donner la chance aux idées. Et pour donner la chance aux idées, pour qu'elles deviennent un jour ou l'autre une action concrète, et donc une innovation, il faut prendre ce risque et offrir le droit à l'erreur. Ça me semble quelque chose d'important. Bertrand Prade, une thématique forte, une idée forte là. Vous avez dit à un moment désobéir en restant dans les règles, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit. Quel contraste, quel contraste. Oui, Ça, c'est génial à travailler, mais ça veut dire qu'il faut laisser la possibilité de voir des choses qui vous bousculent fleurir, et en même temps avoir un cadre fort, garder le contrôle in fine. Et puis comme ça a été un peu développé par Patrice, il y avait autre chose qui m'a intéressé, c'est la différence entre la réponse sans attente et une réponse sans attente. C'est-à-dire que même si on fait des Fab Labs partout, il faut être modeste et déjà pouvoir s'améliorer un peu par rapport à ce qu'on fait, c'est déjà très intéressant. Prendre le risque, c'est aller au-delà de l'évidence, c'est remettre en cause les évidences. Et pour cela, des qualités de management. On a parlé de modestie avec Bertrand, donc cette capacité à faire pour ne pas épuiser les équipes, sans quoi l'innovation pourrait être perçue comme quelque chose qui phagocyte le socle commun. Mais par contre, l'humilité permet aussi aux dirigeants d'oser, de permettre. Comme disait Patrice, on cherche l'excellence dans le logement social. On a tous le droit à l'erreur, pas de tricher, mais le droit à l'erreur. Et ça, c'est important de rassurer nos collaborateurs sur le fait que oser, c'est aussi quelquefois apprendre de ses échecs. Et surtout, éviter et proscrire le jugement des collaborateurs.
Une des premières étapes, c'est d'ouvrir un champ. Les thèmes qui sont dans cette salle constituent des champs de réflexion et à l'intérieur desquels on peut avancer. C'est difficile de dire soyez créatifs et puis de pas donner des guides. Voilà, donc on est dans tout ça. C'est des voies étroites entre de la créativité débridée qui va produire des choses débridées qu'on ne saura pas capitaliser, et puis un management de projet classique, cahier des charges, etc. Voilà. Je parle sous le contrôle d'Albert David et je m'adresse à Bertrand Prade. Comment accompagnez-vous vous, la créativité pour qu'il y ait innovation? C'est ça, hein? C'est pas comment accompagnez-vous l'innovation, c'est accompagner la créativité pour qu'il y ait innovation. Alors déjà, on a travaillé sur nos organisations parce qu'on n'en est pas forcément tous là. C'est la base, Donc, ce dont vous parliez. À la base, moi j'ai noté tout à l'heure, changer les façons de penser et changer les façons d'agir, ça interpelle à la fois la façon dont on s'organise et dont on favorise l'intelligence collective. Donc nous, on a commencé, vous savez qu'on a vécu une scission en 2015. L'OPAC du Rhône, 44 000 logements, a été scindé en deux. Et Lyon Métropole Habitat est la partie métropolitaine de l'ancienne OPAC du Rhône. Et donc à l'occasion de cette scission, on n'a pas fait du découpage selon les pointillés, on a aussi repensé les organisations. Et justement, on a essayé de les penser pour favoriser cette créativité en transversalisant beaucoup nos organisations, en créant par exemple une cellule stratégie et performance auprès du directeur général à qui on donne la mission de penser transversale et de faire travailler en transversalité l'organisation. Voilà un exemple de ce qu'on a pu faire pour créer déjà des conditions de penser et d'agir autrement. Et on poursuit ça dans la façon de manager les cadres, dans la façon de manager tous les managers de la maison au quotidien et de laisser surgir des idées. Marc Gomez, en face totalement. Et en face totalement, à Dynacité, en janvier 2015, on a créé une fabrique de la proximité, d'innovation. On a également créé une direction d'innovation de la communication. Ensuite, on a fait des choix nouveaux. C'est qu'on a un séminaire interne où on invite un acteur. Cette année, ce sera un pro de l'ESSEC sur le management pour comprendre comment l'innovation vient au cœur et dans l'esprit de chaque manager. Puisque autant un DG doit avoir le leadership pour l'innovation, mais elle ne va pas se décréter. Elle doit au contraire faire en sorte que chacun ait ce désir de se l'approprier et d'être force de proposition, d'oser et de passer certaines barrières. Autre point fort également, un séminaire d'encadrement 4 fois par an pour que l'ensemble des collaborateurs cadres soient également des relais de proximité et qu'on ait vraiment cette chaîne du management de la proximité qui est souvent un point faible dans les éléments de compréhension qui vont au-delà des éléments de communication qui peuvent souvent ne pas être compris. Et ensuite, point innovant, Dynacité, depuis 2015, on visite une métropole par an. Donc l'année dernière, nous avons fait la métropole de Marseille. On a invité nos collaborateurs cadres à la Friche Belle de Mai, pour ceux qui connaissent, où on a de l'innovation. Cette année, on part à Lille. L'année prochaine, nous irons à Nantes, Bordeaux, etc. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on change notre paradigme, notre vision de la ville, notre vision des quartiers, notre vision des habitants. Et que derrière, là où quelquefois on est un pur local, on a aussi une image du pur local. Donc il est important de questionner nos évidences, de remettre en cause ces évidences pour s'ouvrir à l'autre. Parce que le monde change vite et quelquefois dans son quartier ou dans sa ville de naissance, on n'en est pas parfaitement conscient. Albert David, une réflexion sur les 2-3 exemples qui viennent d'être donnés, différents mais tout aussi intéressants. Je crois qu'il y a un point commun. Une constante. Constante, c'est en quelque sorte, on pourrait résumer par restaurer les connivences. Vous voyez ? Au fond, restaurer les connivences, ça veut dire qu'on va s'écouter davantage, se découvrir ou se redécouvrir. Et ça implique aussi une restauration du respect réciproque et du fait qu'on va moins prendre de risques en communiquant une idée. Cette idée, moi j'ai tendance à dire que pour l'innovation comme pour la vie en entreprise en général, si on arrive à combiner à la fois respect mutuel et générosité intellectuelle, c'est bien. Quand je vous écoute tous, on parle d'innovation, alors on croit que c'est dans le cloud, on croit que c'est numérique, on croit que ça sera demain, après-demain, que ça prend des proportions énormes. Mais on revient à des choses essentielles, communication, respecter les connivences, s'écouter, l'humain. L'innovation, c'est l'humain finalement, Marc Gomez. Oui, c'est l'humain et c'est ce qui nous rapproche tous en socle commun dans notre métier du logement social. Et c'est là aussi où on trouve beaucoup de plaisir. L'humain, il a cette capacité à être complexe parce qu'il n'est pas reproductible. Voilà. Alors qu'un Airbus, ça peut être compliqué, mais c'est reproductible.
Et gardons cette capacité à s'étonner tout en ayant un socle commun pour ne pas perdre nos équipes. C'est-à-dire la question du sens, également dans l'innovation, est importante. Pourquoi je fais les choses? Et bien que l'idée peut être peut-être farfelue, attention de ne pas trop s'éloigner de notre mission d'intérêt général, de l'humain. Bertrand Prat, votre conclusion? Ouais, qu'il faut combiner à la fois modestie, parce qu'on n'arrive pas à des idées géniales tous les jours, et vraiment se mettre dans une posture enfin, on peut dire qu'elle est à risque, mais pour moi, elle ne l'est pas. C'est une posture où on se remet en cause en permanence. Patrice Tillet? Je vais peut-être un peu rebondir sur ce que dit Bertrand sur la question du management aidant. Je pense que sur ce sujet-là, et c'est peut-être un peu moi l'échec que j'ai vécu avec notre comité d'innovation, c'était un peu un club VIP qui se disait que l'innovation c'était à ce niveau-là. Et bonne conscience aussi? Vraisemblablement. Mais après, ce serait ça, je ne sais pas comment vous avez dit tout à l'heure, la part de l'ange ou le... C'est ça. La formule, elle est la formule, ne pas se faire l'avocat de l'ange. Voilà. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de se dire aussi, il faut que l'ensemble de la chaîne managériale, mais ça veut dire aussi derrière des parties prenantes, ça veut dire aussi les organisations syndicales chez nous, et puis aussi nos partenaires, parce qu'il y a des représentants des collectivités et de l'État dans la salle qui nous écoutent. Il faut aussi qu'on ait une capacité à bousculer un peu l'environnement, alors que pour faire de l'innovation, et c'est un des travaux de Lara sur le pouvoir d'adaptation locale, pour pouvoir obtenir des souplesses locales, je pense que ça c'est vraiment important. Donc cet écosystème de l'innovation, il faut qu'on puisse le dynamiser. Je pense qu'en interne chez nous, véritablement, l'ensemble du management doit être aidant là-dessus. Et ça nous interroge sur les pratiques managériales, l'écoute, le soutien et le suivi, et qui peuvent être des relais assez formidables à l'innovation. Je vous ai bien écouté. Finalement, Albert David, les dirigeants, ce ne sont pas des freins à l'innovation. Pas ceux-là, en tout cas. Oui, je crois aussi que votre conclusion. Il faut prendre en compte le domaine dont on parle et prendre des risques à des niveaux sociétaux, comme c'est le cas pour le logement social. On manie une patte délicate et qui a tout de suite des conséquences. Je ne dis pas que c'est compliqué, que ce ne soit pas compliqué non plus quand vous êtes dans l'automobile ou dans la poêle anti-adhésive, mais enfin, on a un niveau quand même où la discussion est tout de suite publique. Alors je dirais qu'il faut toujours d'un autre côté se rappeler quelle est la légitimité de l'existence des organisations et je parle sous votre contrôle, mais c'est pas seulement gérer, piloter, voire innover par rapport à un parc de logement, on rend un service public de logement social, mais c'est aussi au fond être un laboratoire ou un des laboratoires du lien social du futur. Et donc par rapport à ce que vous disiez sur le côté bottom-up, oui, bien sûr, mais en même temps, c'est plutôt que ça arrive de tous les côtés. Les entreprises innovantes qu'on connaît, non seulement le collaborateur, entre guillemets, de base, mais le patron, les cadres intermédiaires, les clients, les fournisseurs, on est capable de capter un certain nombre de choses. Et il faut qu'in fine, il y ait une forme d'alignement entre des directions stratégiques qu'on apporte, mais aussi des directions stratégiques, comme vous dites, qui viennent du travail des collaborateurs et de leur façon de régler les problèmes sur le terrain. Et ça, ce serait un autre point de débat, mais on s'arrête là, c'est passionnant. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup pour cette Fabrique TV en mode conférence.